Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue mardi 13 janvier 2026, j'espère que vous avez la patate, toujours le positif mindset. Alors, grosse semaine sur le plan des fondamentaux, déjà parce que l'actualité géopolitique, j'en parle pas, mais vous la connaissez. D'autre part, retour de l'inflation US CPI, cette inflation qui avait été mise entre parenthèses pendant toute la période de shutdown, cette inflation qui a été mise à jour, mais peut-être de manière faussée, tronquée, on ne sait pas, en décembre dernier, et qui a pris la direction du sud. Et donc, cette semaine, mardi 13, CPI, mercredi 14, PPI. L'idée, c'est de confirmer que le drop de l'inflation de décembre est bon, ce que montrent beaucoup d'indicateurs temps réel, beaucoup d'indicateurs avancés. Je vais vous faire un gros point sur l'inflation si ça vous ennuie. Allez directement à la partie Bitcoin, mais franchement, regardez, c'est intéressant, je vais faire ça de manière rapide, parce que c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Si vous voulez que le cycle Bitcoin se relance, que nous soyons davantage en correction de mi-cycle plutôt que dans une phase initiale de bear market dont on aurait fait aller le premier quart, il faut que la Fed reprenne la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Pour ça, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut que la désinflation reprenne, il faut être plus proche de 2, 2,5 que de 3, et ça peut être le cas, c'est ce que montrent beaucoup d'indicateurs temps réel. Nous verrons bien. Donc, mardi 13, le CPI, mercredi 14, le PPI, jeudi 15 janvier, vote du Clarity Act au Congrès des États-Unis. Enfin, c'est un vote, c'est l'étape du vote à la commission bancaire du Sénat des États-Unis. C'est important, ça concerne les stablecoins, ça concerne les cryptos, ça concerne Bitcoin. C'est un sujet qui compte à un moment où, donc, effectivement, Bitcoin reste enfermé dans une hyper compression. Plus le temps passe, plus le marché y reste. Alors, je la décris entre 88K et 94-95, une hypercompression chartiste technique, une hypercompression aussi en lien avec les positions massives ouvertes par les traders d'options BTC, avec en particulier cette échéance, cette expiration du 30 janvier, qui porte sur des dizaines de milliards de dollars, avec des vendeurs de put qui se hedge, et donc ça permet de défendre la zone de support 88-89, et puis au contraire, des vendeurs de call qui se hedge et ça crée une forte zone de résistance à 94, 95K. Alors, bon, j'ai fait une vidéo, il y a 2 semaines je crois, ou c'était la semaine, je ne sais plus, en expliquant que la cible des 100K était jouable fin janvier, allez, fin janvier, début février. Je pense que c'est encore jouable. L'idée c'est quoi? C'est le marché va sortir de la compression. La compression, elle est archi serrée. Beaucoup d'indicateurs le montrent. Plus le temps passe, plus cette compression est serrée, plus la sortie sera impulsive. Scénario 1, on en sort par le haut. Finit par breaker 94-95K, très très vite, appel d'air 100K. Beaucoup de choses à 100K au-delà du chiffre rond. Scénario 2, d'abord une chasse à la liquidité. Une sortie par le bas, que moi j'interpréterais comme un bear trap, parce que je pense que derrière on peut reprendre le niveau. Et derrière, donc arriver quelque part en février à retest donc ces 100K. C'est l'enjeu du moment. Il y a une base technique intéressante, on construit quelque chose d'intéressant depuis quelques semaines, il y a des éléments aussi du côté de la liquidité, du cycle macro. Bon, et puis il y a cette clé de la rotation métaux précieux crypto, oui. Quand vous regardez le graphique de l'or, surtout le graphique de l'argent, ça fait vraiment shitcoin. Le truc part en vertical. Même Bitcoin, dans ses phases initiales de cycle, les premiers cycles, quand il était en mode pump it up, eh bien, même lui, il avait du mal à imprimer ce que fait le... Mais regardez sur TradingView, enfin sur votre plateforme, mettez XAG/USD. XAG/USD. C'est le graphique de l'argent métal, oui, le métal précieux, c'est aussi un métal industriel d'ailleurs, hyper conducteur. Les centres de données IA, les voitures électriques. L'administration Trump, l'année dernière, avait fait de l'argent métal un minéral stratégique, un métal stratégique pour l'économie US. Bon, bref. C'est cyclique tout ça. Il y aura une rotation. Bitcoin repartira, du moins commencera à vraiment stabiliser pour repartir, le jour où il y aura une rotation en défaveur des métaux précieux. Ça ne veut pas dire que les métaux précieux vont chuter. Ils peuvent se mettre en range, faire une pause, mais sans déplacement des capitaux de l'une à l'autre des classes d'actifs, il ne se passera rien sur Bitcoin. Voilà. Donc, nous allons parler de tout ça. J'ai beaucoup de graphiques à vous montrer. Première partie, j'illustrerai donc cette inflation US qui revient. Donc, mardi 13. Mardi 13, c'est quand? C'est aujourd'hui pour ceux qui regardent la vidéo. C'est tout de suite d'ailleurs, c'est 14h30. La plupart d'entre vous d'ailleurs, vous allez regarder ma vidéo de ce mardi 13 janvier. Les chiffres de l'inflation sont tombés. Vous avez qu'à aller les voir. L'idée, c'est est-ce que ça confirme les bons chiffres de décembre? Parce qu'on ne sait pas si ça a été faussé par le shutdown. Là, on a des chiffres complets. Voilà, ça c'est majeur. Donc je vous fais un gros topo là-dessus, et donc là, vous regardez ma vidéo, vous pouvez prendre connaissance des chiffres. Je vais aussi vous montrer des indicateurs d'inflation en temps réel, des choses prospectives.
Ensuite, deuxième partie, et si la Fed changeait justement sa cible d'inflation en 2026? Je serai très bref, mais elle peut le faire. Pour ça, il faut d'abord repasser par la case des 2%. Troisième partie, chers amis, le prochain patron de la Fed arrive. Je sais une chose. Je sais deux choses. Tout d'abord, vous allez connaître le nouveau patron de la Fed ce mois de janvier. Au plus tard, vers le 20-25 janvier. Il y a un événement mondial économique sur cette période. Le patron de la Fed sera connu avant. Alors, Kevin Hassett ou Kevin Warsh sont les deux candidats favoris. Lequel est plus favorable aux cryptos? Grosso modo, ce sont quand même des personnalités en faveur de baisse de taux, mais quand même, Kevin Hassett a un lien beaucoup plus fort avec la crypto que Kevin Warsh. Donc ça, je vais en dire un mot. Et ça peut être un game changer de ce mois de janvier, la nomination par Trump de ce nouveau patron de la Fed. Quatrième partie, l'aspect technique, une compression explosive. Oui, elle est explosive. Je ne dis pas ça parce que, voilà... Non, c'est explosif. Quand ça fait des semaines, plus de 2 mois, nous sommes dans une comparaison de plus en plus étroite, à la fois sur le plan technique, et en plus, dont les limites reposent énormément sur le trading d'options, donc il y a un côté un peu mécanique, mathématique, des traders d'options qui se hedgent, les vendeurs de call et les vendeurs de put qui se hedgent, avec une expiration majeure. Alors déjà, il y en a une le 16 janvier, mais il y en a une majeure le 30 janvier. Toutes ces contraintes vont sauter. Et là, vu depuis le temps qu'on y est dans cette compression, je veux dire, l'appel d'air sera très violent. Si on doit aller au nord, en 2 jours, on est à 100K. Si on doit aller au sud, en 2 jours, le marché reteste 80-82K, qui au passage correspond à un gros support en données mensuelles. Vous savez d'ailleurs au passage que de toute son histoire, Bitcoin n'est jamais repassé, à part quelques jours, sous son coût de production électrique par unité. Ce coût est à 74K. Au passage d'ailleurs, l'ex-ATH, c'est l'intervalle 69, 73, 74K. Au final, ça pourrait être finalement là l'énorme zone d'accumulation. Si on doit aller au sud, on ira retester cette zone, mais je pense que derrière ça repart. Voilà. Donc nous allons regarder tout ça. Cinquième partie, or, argent, la rotation, la clé c'est la rotation. Car oui, à chaque fois que or et argent, après avoir fait des phases d'avancée significatives, ont fait un top, ils sont rentrés en range, les capitaux sont allés vers BTC. Tout est là, en plus il y a les ETF, tout est prêt. Il faut faire l'analyse technique des ratios. Ils sont en phase de bottomisation, il n'y a pas encore de renversement, mais la rotation aura lieu ce premier trimestre. Pour moi, au plus tard, vous savez, moi je pense qu'on aura... janvier c'est incertain, mais je mets un petit billet sur février. Pour 1000 raisons. D'ailleurs, l'année dernière, février nous avait piégé, mais je pense que cette année, justement, ce sera le piège inverse. Février, je mets un billet sur février. Sixième partie, dollar américain, les institutionnels sont toujours baissiers. Rappelez-vous, dans tous mes baromètres pour valider le bear, il y a le fait que le dollar donne un signal méga bullish et que les institutionnels passent à l'achat. C'est toujours pas le cas. Ça fait partie de mes anomalies que je relève. Et là, j'ai les tout derniers chiffres mis à jour en fin de semaine dernière. Les institutionnels sont toujours bear sur le dollar US. Bon, c'est comme ça. Septième partie, on se fait un gros point sur les alts, d'un point de vue absolu, d'un point de vue relatif. On parlera aussi de jetons comme ETH, de Render, BNB, Solana, puis même de manière générale, les alts vis-à-vis de BTC, avec là aussi des graphiques super intéressants à surveiller. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du CTB. Ah, ça fait du bien de boire son petit café tranquille. Bon, allez, c'est parti. Donc, publication de l'inflation US CPI ce mardi 13, vous avez probablement déjà le chiffre. Pourquoi c'est important? Parce que les chiffres publiés en décembre concernant novembre, il y avait eu un trou d'air ici à cause du shutdown, sont sortis très bas, 2,6, 2,7, personne ne les attendait. L'idée, simplement ce mardi, c'est de confirmer que les chiffres publiés en décembre sont bons. On veut du 2,6, on veut du 2,7, on ne veut pas davantage. La bonne nouvelle, c'est que les chiffres d'inflation temps réel, eux, sont très optimistes pour les prochains mois. Vous avez sous les yeux la version du PCE selon Trueflation et la version du CPI. Le CPI selon Trueflation, le PCE selon Trueflation. L'inflation, ça reste le facteur fondamental dominant. La probabilité que la Fed rebaisse ses taux fin janvier est très faible, ça ne changera pas, sauf méga surprise. Par contre, on peut se projeter sur mars ou sur avril, nous verrons bien. En tout cas, ces chiffres comptent. À un moment où l'on peut croire que la cible d'inflation en fait, est faite, dans le sens où si vous retraitez les chiffres d'inflation officiels des tarifs douaniers, nous sommes déjà à 2. En réalité, ce que regarde vraiment le marché, c'est qui sera le prochain patron de la Fed. Et ça, c'est quelque chose qui va être connu très prochainement.
probablement d'ici la fin du mois de janvier, autour du 20-25 janvier grand maximum, Kevin Hassett ou Kevin Warsh. Alors je vous ai fait ici un petit tableau comparatif. Dans tous les cas, les deux sont proches de Trump, mais Kevin Hassett l'est beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que si le choix devait se porter sur Kevin Hassett, alors lorsque vous regardez sur Polymarket actuellement les probabilités, c'est assez équiprobable. Chaque jour, Kevin Warsh soit passe devant, soit Kevin Hassett passe devant. Ce qui serait intéressant, c'est que si Kevin Hassett est choisi, lui, il a fait clairement le choix de la croissance, il est prêt à accepter un régime d'inflation plus élevé, et puis surtout, il a été conseillé chez Coinbase. Le mec a un lien avec le marché crypto. Donc ça, c'est pas anodin. À un moment où la Maison-Blanche essaye de prendre le contrôle de la Fed, vous avez vu un peu ce que l'administration Trump entreprend contre Jerome Powell. Donc voilà, à partir de ce mois de janvier, nous allons connaître le Shadow Fed Share. Et je trouve ça intéressant, le fait que nous allons avoir donc soit Kevin Hassett, soit Kevin Warsh, à un moment où en plus l'inflation dévoile des chiffres meilleurs que ce qu'on pouvait encore attendre en novembre ou en décembre dernier, c'est-à-dire qu'on est plus proche de 2,5 que de 3. Et l'inflation en temps réel, je viens de vous la montrer, elle est déjà à 2. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et avoir donc à la tête de la Fed des personnalités comme soit Kevin Hassett, soit Kevin Warsh, peut aussi alimenter un autre débat, qui est celui du changement de la cible d'inflation de la Fed. Oui, on va parler de Bitcoin, ça arrive. Non, mais ça, c'est important. C'est important parce que ça, c'est un sujet des 2 prochaines semaines. Et à la question de savoir, j'ai fait la semaine dernière une vidéo en disant qu'on pouvait envisager d'ici fin janvier, début février, un retest des 100 000 $. Ça va faire partie des éléments qui vont compter. Et notamment toute cette réflexion qui démarre sur le fait d'aller changer quelque part dans l'année la cible d'inflation de la Fed. Il faut d'abord repasser par la case 2% pour que ce soit crédible. Et il y a d'autres banques centrales, c'est ça que je voulais vous montrer, il y a d'autres banques centrales majeures qui ont déjà des cibles d'inflation qui sont plutôt des ranges, entre 1,5, 2,5, 2 et 3. Donc voilà, ce sont des choses possibles que la Réserve fédérale pourrait entreprendre. D'abord, il faut ramener l'inflation à 2%. Donc, cette semaine, les chiffres de l'inflation US sont le facteur technique dominant. Nous n'irons pas à 2. L'idée, c'est simplement de confirmer le 2,6, le 2,7 qui a été obtenu en décembre dernier. Donc Kevin Hassett, Kevin Warsh, qui est le plus favorable aux crypto, de loin, c'est Kevin Hassett. Alors Bitcoin, une compression dont le marché va sortir. Cette compression, j'ai plusieurs graphiques pour l'illustrer, elle est là. Voilà, elle est toute simple. Vous l'avez sous les yeux. Alors, vous connaissez le débat, mais je vous le refais. Il y a l'hypothèse du marché baissier cyclique, reposant sur ce soi-disant cycle de 4 ans, qui serait structuré autour de halving, dont la source serait le halving. Alors, on réalise maintenant en réalité que ce cycle de 4 ans n'existait que parce qu'il y avait un alignement avec le cycle macroéconomique, qui lui a été de 4 ans, mais c'était un pur hasard, parce que là, il n'est plus de 4 ans. Mais bon, peu importe, imaginons que ce soit quand même le halving qui a le dessus, et ce cycle temporel Bitcoin, cette compression ici, oui, le marché, alors, peut, même s'il en sort par le haut, ce ne serait qu'un rebond du chat mort avant, en fait, exactement de refaire, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Vous avez ici l'ancien bear, la jambe A, le petit rebond, la jambe C, donc il y aurait éventuellement un retest ici des 100, 105, un retest de la moyenne mobile à 200 jours, ici, qui est à 105 000, comme le marché a fait ici au moment de l'ancien bear, avant de repartir au sud. Ça, c'est ce que va défendre, en fait, ce cycle de 4 ans. Mais, vous savez qu'à côté de ça, vous avez le cycle macro qui, lui, nous dit au contraire qu'on est en phase d'accumulation avant un nouveau record, quelque part au premier trimestre 2026. Et donc, nous sommes dans un extended cycle. Et que là, c'est une grosse base d'accumulation qui se construit. Et ce que montrent d'ailleurs un certain nombre d'indicateurs, en particulier aussi, les anticipations liées à la liquidité qui, elle, je vous le remonte, et puis après, on se concentre sur cette phase court terme, liée à la liquidité, qui, elle aussi, donc vous avez le momentum du M2, et aussi ce superbe rebond de la liquidité nette US sur le même point bas que fut en jaune le point bas de Bitcoin d'octobre 2022, qui, elle, nous dit que non, cette phase d'accumulation ici, cette phase latérale, est une phase d'accumulation avant d'aller imprimer en février-mars 2026 un nouveau
record de cycle. Et peut-être ensuite être en bear jusqu'à septembre-octobre prochain. Et donc finalement récupérer quand même plus tard ce fameux cycle de 4 ans. Et puis donc finir par revenir tester ce que peut-être tout le monde attend, et peut-être que tout le monde l'attendant, ça n'aura pas lieu, mais revenir tester pile poil l'ancien record du cycle précédent à 69 000 $, et ici faire un bottom. Bon, nous verrons bien. Dans tous les cas, nous sommes dans une compression dont le marché va sortir, et dont le marché va sortir ce mois de janvier. Il faut attendre que le signal soit donné. Ici, si je répète la pattern, alors là c'est pas l'ancien bear, hein, ça c'est la pattern d'avril dernier, vous voyez bien qu'il faut casser la structure et derrière ça part. Alors la structure peut être cassée par le bas. Attention, c'est une figure de transition latérale, même si nous sommes dans un environnement de peur, même si... Alors nous savons aussi que cette structure est très liée au comportement du marché des options. Vous avez une énorme session, la plus importante de l'année, l'expiration d'options Bitcoin le 30 janvier. Et lorsqu'on regarde sa structure, on voit en fait que ce range entre 88 et 94-95, il est quasiment mécanique, mathématique, du fait des positions de hedging des vendeurs de call et des vendeurs de put. Et donc ce range mathématique, lui, à mesure qu'on s'approche du 30 janvier, va disparaître. Et puis disparaîtra ensuite complètement. Février sera en roue libre. Je vous le dis, le mois de février sera en roue libre. Nous ne serons plus coincés par ce marché des options, par cette énorme session d'expiration. Et derrière, donc, le marché pourra... C'est le spot, les vrais flux qui pourront prendre le dessus. Il y a toujours une base technique qui est favorable à une reprise. Ah, c'est vrai que lorsqu'on compare avec l'ancien bear, on note un parallèle complètement bluffant. On se dit, c'est incroyable, on fait pareil. Donc c'est facile. Il n'y a qu'à répéter, la répétition de cycle. C'est une martingale, puisqu'on fait pareil. Donc je sais où on va aller, A, B, C, A, B, C. La chose, c'est que si tout le monde joue ça, on ne le fera pas. On le fera pas. Et la grande difficulté, c'est de comprendre où est le consensus. Donc pour l'instant, peu importe, il y a donc toujours une base technique weekly favorable à un rebond. Alors, par exemple, ici, vous avez le DSS Bracer, qui est un indicateur de double stochastique lissé, qui est lui aussi favorable à une reprise. Le marché a tenu les supports weekly, a tenu la moyenne mobile à 100 semaines, a tenu un certain nombre de trendlines ici, que vous retrouvez ici sur ce graphique en données journalières. Nous sommes donc dans cette compression qui dure maintenant depuis 2 mois, sauf que le marché n'en est toujours pas sorti. Moi, je me dis que même si on devait se faire peur, je reste, moi, convaincu que nous irons retester les 100K. Alors, est-ce que d'abord on se fait peur en dessous, on reteste 80 pour repartir? Nous verrons bien. Mais moi, c'est un scénario que j'estime plutôt minoritaire, et notamment du fait que à chaque fois que le marché se présente ici sur 88-89, eh bien, systématiquement, vous avez les vendeurs de put qui vont devoir, qui achètent le spot pour se hedger. Et je vous ai montré les montants, ils sont gigantesques sur la session d'expiration du 30 janvier. Bon, écoutez, pour le moment, le marché est dans sa compression. Il y a des éléments de liquidité qui sont favorables. Il y a une base technique qui est favorable à une reprise. Lorsque je reprends le Bitcoin spot, on voit donc que le marché se positionne maintenant au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Regardez le contrat futur Bitcoin du CME, lui. Il n'a pas encore dépassé l'équivalent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Le Bitcoin classique, lui, il est entré dans le nuage, soutenu par la 50 jours. Le contrat futur du CME, il est encore bloqué. C'est le signal qui manque. Moi, je pense que si nous avons ici un contrat futur du CME qui pousse, qui dépasse la résistance, qui confirme ce qu'a fait le Bitcoin All-Time History Index, derrière, nous aurons une reprise, nous aurons un marché qui sortira par le haut de cette structure et qui ira chercher la moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne. Et c'est là ensuite decision time. C'est là où, voilà. Et alors, je vous rappelle qu'effectivement, si nous répétons le bear market précédent, oui, effectivement, on peut aller chercher les 100K, mais derrière, ça drop. Mais vous savez, ce graphique de répétition de cycle, ça fait des années que je le suis, il n'a jamais été juste. Je répète, le graphique de répétition de cycle n'a jamais été juste. Au final, chaque cycle imprimait son propre mouvement. Il y avait des moments où ça ressemblait,
Il y avait des moments où ça ressemblait, mais jamais totalement. Donc, le positionnement qui consiste à faire copier-coller de l'ancien bear dans sa forme, pour dire on va faire pareil, attention, ce sera à un moment ou à un autre un piège. Ça, c'est l'aspect prix. Maintenant, il y a l'aspect temporel, où effectivement, lorsqu'on regarde l'aspect temporel et qu'on compare les différents bears, on voit que la zone de bottom, elle, on n'y est pas. Là, c'est à partir de septembre. C'est à partir de fin août. C'est à partir de août-septembre prochain. Mais là encore, c'est dans l'hypothèse d'un cycle de 4 ans qui serait toujours actif et qui existerait par lui-même, lié au halving. Le cycle macroéconomique, lui, qui effectivement a été 2 fois un cycle de 4 ans sur les 2 derniers cycles, là, le cycle macro, lui, n'est pas sur une phase de 4 ans. Il est encore tout en bas. Il est en phase de démarrage tout en bas, attendant l'amélioration des conditions monétaires, les baisses de taux que la Fed va reprendre, son augmentation de bilan. Donc, alors oui, nous sommes bluffés parce qu'effectivement, le sommet de notre cycle en rouge a été fait au même moment. Là, on parle de l'axe du temps, au même moment que le sommet des cycles précédents. Donc on se dit, on fera le bottom au même moment, mais voilà, le piège est peut-être ici. Nous verrons bien. Pour le moment, ce que nous savons, c'est qu'il y a une base technique weekly qui est favorable à un rebond. Maintenant, la clé, c'est la rotation avec l'or et l'argent. Cette compression, bête et méchant, l'hypothèse 1, on en sort par le bas, on revient tester les 74 et 69. Alors, au passage, et ça, je vous le remonte, je crois que je vous l'avais déjà montré, si on en sort par le bas, on viendra retester la zone des... Donc ici, c'est 74K. L'estimated production cost per coin pour Bitcoin, c'est 74K. Donc on en sort par le bas. On revient retest 69, l'ex-ATH 74. Là, c'est all-in. Et ensuite, ça repart. On en sort par le haut. On ira d'abord retest 100-105. Et ce qui va être passionnant, c'est que si nous en sortons par le haut, et donc qu'on l'on part vraiment en répétition de l'ancien bear, lorsqu'on va se retrouver ici, tout le monde va se dire, bon bah c'est bon, vu qu'on fait pareil, je reshort massivement, et cette fois-ci on redrop à 69. Et si à ce moment-là c'est le consensus, c'est pas ce qui va se passer. Et donc ça va être passionnant de voir. Bon, je suis en train de dire, déjà il faut qu'on y aille. On n'y est pas, Ça va être incroyable d'intérêt si on y va. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, nous sommes dans cette compression. Et la clé, c'est la Bitcoin. Alors oui, c'est l'inflation, la Fed, patati patata, Kevin Hassett, l'Iran, le Venezuela, Donald Trump, y compris la macro, etc. Bien sûr. Non, mais c'est quoi la vraie clé? Parce que le bruit géopolitique, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, le marché, la presse anglo-saxonne parle de noise. À Wall Street, déjà qu'ils ne savent pas où c'est la France, ça va être compliqué pour eux de positionner les autres pays. Bon. Mais tout ça pour dire que la clé, c'est l'or et l'argent. C'est la rotation. L'explosion de l'or et l'argent. Vous avez suivi l'explosion de l'or et l'argent. Je vous remonte l'explosion de... Eh oui, il fallait acheter de l'argent et pas Bitcoin. Et puis, mais bientôt, ça va changer. C'est incroyable, hein, même Bitcoin, dans ses plus beaux cycles, ne faisait pas des choses aussi verticales. Mais c'était ça, les gagnants. Sauf que c'est cyclique tout ça, il y a des rotations. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'or est la première market cap du monde avec 32 000 milliards de dollars. L'argent est la deuxième market cap du monde avec quasiment 5 000 milliards de dollars. Devant Nvidia, Bitcoin n'est plus qu'à 1800 milliards de dollars. Donc très bas. Il y aura une rotation. C'est ce que montre... C'est tout bête, c'est ce que montre le graphique du rapport entre Bitcoin et argent. Là, vous avez le ratio Bitcoin-argent. Et Bitcoin-or, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cycles relatifs. Et ça ne changera pas, il n'y a aucune raison que ça change. Et donc, viendra un moment où, dans cette zone basse, le ratio va se renverser à la hausse. Dans cette zone basse, donc Bitcoin-argent ici, Bitcoin-or, le ratio va se renverser à la hausse. D'ailleurs, à chaque fois qu'on était survendu sur le RSI du ratio face à l'or, à chaque fois qu'on était survendu sur le RSI du ratio face à l'argent, c'était le Bitcoin Cycle Bottom. Je suis allé chercher la date précise des Bitcoin Cycle Bottom. Donc ça, c'est devant nous. C'est pas demain, ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est en tout cas pas dans 1 an.
Ce n'est pas du tout compatible avec un bear qui se finit en septembre-octobre prochain. Vous voyez, ça, c'est encore un truc en plus de la liquidité du cycle macro. On regarde ça, on se dit, putain, merde, mais en fait, ça y est, il faut que je commence à payer. Il faut que je commence à jouer une rotation des précieux vers Bitcoin. Et ça, c'est pas compatible avec un Bitcoin à 40K, je vous le dis tout de suite. Ça peut laisser la place à du 70K. Sans problème, d'accord? Sans problème, mais pas du 40. La rotation, c'est la clé. Alors bien sûr, l'autre clé, c'est le dollar. Le dollar n'est ni haussier ni baissier depuis 6 mois, il est flat. C'est la grande différence avec les deux précédents bear market. Là, je vous ai mis le point de départ des deux précédents bear market. C'était l'explosion du dollar. Là, il fait rien. Et j'ai à ma disposition les toutes dernières données de positionnement institutionnel sur l'euro-dollar, donc on raisonne à l'envers pour le dollar US. Les institutionnels restent bearish du dollar. Du dollar. Ça aussi, ça a plutôt tendance à aller dans le sens que Bitcoin finira peut-être par faire une reprise. Alors, c'est pas forcément lié au court terme. On est toujours dans cette compression-là. Ah, je pourrais résumer la vidéo, peut se résumer à ce graphique. Hein. Il y a une chose qui est certaine. Alors, moi, j'ai beaucoup d'indicateurs qui me disent que on peut en sortir par le haut. Je vous en ai parlé. Que ce soit l'aspect mécanique du trading d'options lié à l'expiration du 30, la base weekly, la liquidité, etc. Ça n'écarte pas le fait qu'on peut d'abord chasser en dessous, mais derrière, je pense qu'on peut aller retest son cas. Bon, le dollar compte aussi. Ma conviction, c'est que cette pattern-là, de toute façon, on en sort avant la fin du mois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi comme titre, la sortie de compression est proche. Bon, les alts, il y a du mieux. Les alts, il y a du mieux, il y a des choses qui se passent depuis des zones effectivement extrêmement basses. Je continue de surveiller le ratio entre les alts et Bitcoin, avec cette ligne de tendance là que j'ai tracée en mode aimant. C'est-à-dire, ça ressemble tellement à ça, on n'y est pas encore, et on la testera plutôt en février. Et il y a un début de rebond du bilan de la Fed. Bon, c'est rien, hein. C'est tout petit, mais vous voyez, je me dis qu'avec cette mèche du 10 octobre, l'énorme session de liquidation, on est venu retester ça. Tôt ou tard. D'ailleurs, je vous ai remis le cycle macro ici, hein, le cycle macro, alors qui était un cycle de 4 ans. En fait, le cycle de 4 ans de Bitcoin a été créé par le cycle de 4 ans et pas le contraire. Et là, il n'y a pas 4 ans, hein, on n'a pas fait le top. On est toujours en phase d'accumulation de loading tout en bas. Bon, les alts sont toujours dans cette compression, c'est cette compression-là. Des alts vis-à-vis de BC, on finira par en sortir. Donc, avec des conditions monétaires de la Fed plus accommodantes. D'où l'intérêt du prochain patron de la Fed, Kevin Hassett ou Kevin Warsh, de cette inflation prospective, etc., etc. La saison des alts n'est pas définitivement morte, elle reviendra. Elle reviendra. La dominance de Bitcoin est toujours sous cette résistance et est toujours en capacité finalement, en positionnement technique pour redropper, même si là, elle est effectivement parfaitement flat. Sur le ratio ETH-BTC, surveillez-moi ça. Il y a un truc qui se prépare. Regardez ici, ça c'est pareil, on est sur un cycle de 6 ans. C'est incroyable. Ratio Ethereum-BTC, c'est des structures tellement proches. Et regardez ici l'explosion qu'on est sorti par le haut du cumul. Là, on arrive, la semaine prochaine, on est en extraction. Ça, je surveille ça parce que si on fait le même signal ici, c'est bluffant, 6 ans plus tard, hein, un signal qu'on attend depuis 6 ans en général, il se passe, c'est violent. Ça veut dire que si Bitcoin fait le choix de sortir par le haut de sa pattern, j'ai bien dit, s'il fait ce choix-là, ETH sera encore plus fort dans la reprise. C'est ce que me montre ce ratio ETH-BTC. ETH sera encore plus fort. Alors, donc, oui, et puis donc, le reste, Solana toujours.
toujours au-dessus de son support des 100, 120. Ça, je pense que c'est une belle base, une belle base d'accumulation. ETH, ma foi, tant qu'il tient les 2700 $, c'est comme Bitcoin qui tient sa compression. Hein. C'était la zone d'accélération de la victoire de Trump en novembre 2024 ou celle du printemps de l'été dernier. Eh bien, tant qu'on tient ce support, on ne revisite pas la partie basse. Si vous voulez, il y a tellement d'investisseurs qui attendent quoi? Qui attendent 69K sur Bitcoin et qui attendent 1500-2000 sur ETH. Tellement d'investisseurs attendent ces prix pour rentrer qu'il est tout à fait envisageable que le marché décide de ne pas faire ce cadeau. En tout cas, pas dans l'immédiat. Le BNB, toujours tendance haussière de fond tant qu'il est au-dessus de son ex-ATH, donc les 705 $. Et Render, c'est intéressant, Render, cette reprise au-dessus de cette trendline ici. Donc ça, pareil, ça bottomise. Là, il y a une belle reprise. L'idée, c'est quoi? C'est que je pense que là, on a un facteur technique dominant qu'on peut retracer un peu. Mais voilà, les retours vers les 1,90, 2, retracer 50% de cette première jambe, ça peut être une façon de se positionner pour jouer une nouvelle impulsion. En tout cas, nous avons ici une première jambe de bottomisation, mais comme cela est le cas sur de nombreux jetons, de nombreuses altes. Prenez NIR par exemple. Est-ce qu'on est en fin de bear ou en début de bear? Prenez Paul. Bon, le jeton est tronqué, mais peu importe. Prenez DOT. Prenez AVAX. Elle est où AVAX? Ma petite AVAX. Elle est là. Est-ce qu'on est en fin de bear ou en début de bear? Voilà. Ah là, pour le coup, les alts n'ont jamais été compatibles avec une répétition de ce schéma-là Bitcoin. Alors, s'il le fait, si, in fine, imaginez un truc incroyable. Si vraiment, d'ici septembre prochain, on fait exactement ça, ça serait complètement... ça veut dire que ce cycle de 4 ans conserve le dessus, mais ce serait vraiment un aspect purement psychologique. Ou à moins que le cycle macro vienne se réaligner sur ce cycle de 4 ans. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le cycle de 4 ans Bitcoin était, lui, aligné sur le cycle macro, qui, lui, n'est plus un cycle de 4 ans. On devient un peu fou, hein. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Restez avec moi les potos chaque semaine, c'est sympa. Voilà, donc, je conclue avec ce chart, qui est donc cette compression. Ma seule certitude, c'est qu'on en sort bientôt. Et que le mouvement sera extrêmement violent. Car 2 mois dans une compression comme ça, avec les montants énormes que je vous ai montrés, notamment sur la prochaine des séances d'options, sortir par le bas, c'est minimum 80, et plus probablement 74. Sortir par le haut, c'est minimum 100 et probablement 105, 106. Merci à toutes et à tous.